J'ai pris plus de 800 appels de vente B2B, généré plus de 2 millions d'euros sur Internet avec mes différents business et le process que je vais vous présenter dans cette vidéo m'a permis de signer plus d'une centaine de clients et me permet aujourd'hui de former des commerciaux pour me retirer moi-même de la vente dans mon entreprise. On a d'ailleurs accompagné plus de 70 boîtes en B2B, des prestataires de services, des coachs, des consultants, mais aussi des startups, des SaaS, des softwares qui ont levé plusieurs millions d'euros. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui peut s'appliquer à votre entreprise tant que vous êtes en B2B. Que vous fassiez un process en un rendez-vous ou un process en deux rendez-vous, ça pourra aussi s'appliquer à votre besoin potentiel. Alors, gros disclaimer, juste pour que vous compreniez, ce que je vais vous présenter en fait est inspiré du process de vente d'un Américain très connu que vous connaissez déjà peut-être, qui s'appelle Cole Gordon, qui est un des gourous de la vente aux États-Unis, qui fait aujourd'hui plus de 7 millions de dollars de cash collecté mensuel. Alors, si vous connaissez déjà Cole Gordon, il y aura des concepts que vous allez potentiellement déjà connaître, mais qui seront toujours intéressants d'avoir un petit reminder de ces différents concepts. Mais voilà, donc ce que je vais vous présenter, il y a des choses qui sont à ma sauce, mais c'est grandement inspiré de cette personne. Et donc, à la fin de cette vidéo, je vous inviterai à aller regarder ce que fait Cole Gordon si vous êtes à l'aise en anglais parce que c'est extrêmement intéressant. Alors, le process que je vais vous présenter, c'est un process qui est majoritairement adapté à du one call close, donc closer en R1. Mais je vais vous expliquer si jamais vous décidez de faire du two call close, donc closer en deux rendez-vous, comment adapter ce framework. Alors, voici les différentes étapes du process de vente lors du rendez-vous, les différentes étapes à suivre lorsque vous avez quelqu'un en rendez-vous B2B. On va les prendre une par une et on va voir comment traiter chacune de ces étapes du rendez-vous commercial. Alors tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le rapport, donc building rapport. Donc ça, vous le savez déjà tous, quand on démarre un rendez-vous, on va pas directement rentrer dans le vif du sujet et commencer à pitcher son produit, commencer à vendre et rentrer dans le vif du sujet. En général, on a besoin de construire ce qu'on appelle du rapport. On a besoin que la personne commence à être plus familière avec nous, qu'elle se familiarise avec vous, votre commercial, et qu'elle commence à vous apprécier. L'erreur que je vois souvent ici, c'est des personnes qui veulent construire du rapport pendant 5 à 10 minutes à parler de la pluie et du beau temps, commencer à parler de choses qui ne les intéressent même pas, juste pour construire du rapport. Alors qu'en fait, ça devrait durer, je pense, selon moi, 30 secondes à 60 secondes. Donc, en une minute, en général, vous êtes capable déjà de construire un peu de rapport, sourire, rigoler, que la personne se dise, OK, on va passer un moment agréable, cette personne a l'air cool, et qu'elle puisse se détendre. C'est la seule chose que l'on veut faire avec cette première phase, c'est que la personne se détende, se dit, OK, la personne a l'air sympa, let's go, on peut commencer. Une fois que vous avez construit votre rapport, un truc qui est assez intéressant, assez important, on va dire, c'est de construire le framing. Donc, le frame, c'est tout simplement cadrer l'appel. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent directement dans le vif du sujet ou pire encore, qui se laissent porter par les questions de leur prospect. Donc, vous avez quelqu'un en rendez-vous et le prospect va commencer à vous poser des questions sur votre service, sur votre produit, sur votre business. Si vous commencez tout de suite à répondre à votre prospect et vous commencez à être à la merci de votre prospect, donc c'est lui qui gère l'appel et vous n'avez pas cadré l'appel, eh bien, vous allez pas forcément réussir à suivre le process dont je vous ai parlé. Donc, c'est hyper important au début, après avoir construit le rapport, d'expliquer à la personne, voici comment cet appel va se passer. Lui dire, OK John, j'ai pris des centaines d'appels tels que celui-ci. La meilleure manière de gérer cet appel en général, c'est d'abord de vous poser des questions sur X, Y, Z, puis de vous parler de ci, puis de vous parler de ça. Et si jamais à la fin de ce rendez-vous, je pense que vous êtes un bon fit pour nos méthodes, je vous ferai une offre commerciale. Si par exemple vous n'êtes pas un bon fit, je pourrais vous référer à quelqu'un qu'on connaît qui pourrait potentiellement régler votre problématique. Une autre façon de frame l'appel, donc de créer un cadre, serait de dire « je ne vais pas vous faire une offre aujourd'hui ». L'objectif, c'est de déterminer si vous êtes un bon fit pour nos méthodes et si c'est le cas, on va préparer une présentation personnalisée que je vais vous présenter lors d'un prochain rendez-vous si par exemple c'est votre stratégie de faire un R1 puis un R2. Et donc là, la personne, elle sait à quoi s'attendre lors de cet appel. Elle sait si à la fin de cet appel, elle doit prendre une décision ou si plutôt il y aura un second appel. Elle sait aussi que, OK, vous avez les choses en main, vous savez comment il faut faire pour gérer ce genre de rendez-vous et vous savez exactement quel est le process à suivre pour que ce rendez-vous se passe correctement. Donc, une fois que vous avez construit du rapport et que vous avez cadré l'appel, eh bien, il y a la phase de discovery. Et pour moi, cette phase, et d'ailleurs pour toutes les personnes qui s'y connaissent en vente un minimum, c'est la phase la plus importante. Si vous
ne faites pas une phase de discovery correcte, vous serez incapable derrière de pitcher la personne, de répondre à ses objections et de closer la personne. C'est la phase de discovery qui va déjà vous permettre en tant que commercial de vraiment comprendre s'il y a un problème, comprendre s'il y a un besoin, comprendre si vous pouvez aider la personne, mais c'est aussi ce qui va vous permettre de créer de la confiance avec votre prospect, parce que c'est dans la phase de discovery, donc la phase de découverte, qu'en posant les bonnes questions, vous allez challenger votre prospect et le prospect va se dire « Ok, cette personne elle a l'air de savoir de quoi elle parle, j'ai envie de potentiellement bosser avec elle. » Donc après, lorsque vous allez pitcher, vous allez traiter les objections, ça va être beaucoup plus simple d'avoir la confiance de la personne. Alors pour la phase discovery, il y a deux choses à garder en tête. Il y a d'abord le process de la discovery, de la phase découverte que je vais vous présenter, et il y a ce que Cole Gordon appelle les 7 croyances, les 7 beliefs. Donc, on va commencer par le process de discovery en lui-même. Le process de discovery que moi je suis, et donc celui-ci c'est le mien, c'est que celui que j'ai mis en place depuis quelques années maintenant, il est en 6 étapes. Donc, l'étape numéro 1, c'est de comprendre l'intention de la personne. Donc, pourquoi est-ce que la personne est là? Qu'est-ce qui a fait que cette personne a pris rendez-vous avec vous? Si vous lui avez envoyé un message de prospection, j'imagine que cette personne ne prend pas un rendez-vous avec toutes les personnes qui ont envoyé un message de prospection à cette personne par email ou par LinkedIn. Qu'est-ce qui a fait que la personne a pris rendez-vous avec vous en particulier? C'était quoi son intention? Une fois qu'on a compris son intention, comprendre sa situation actuelle. Qu'est-ce que cette personne fait dans la vie? Quel est son business? Quelle est sa problématique actuelle? Qu'elle vous explique un petit peu plus son contexte. Une fois que vous avez bien compris le contexte, c'est le moment de creuser les problématiques de la personne. Et là, je vais mettre un warning encore une fois, parce que c'est la chose avec laquelle j'ai eu le plus de mal au début, et c'est la chose avec laquelle la majorité des commerciaux que j'essaie de former ont du mal à mettre en place. Vraiment, réellement creuser le problème. Comme on dit souvent en vente, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de vente. Vous devez comprendre quelle est la problématique, quel est le problème que vous allez régler pour que quelqu'un puisse payer et investir des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros dans votre service ou votre produit. Parce que si la personne ne pense pas avoir un problème, eh bien, elle bossera pas avec vous. Mais avoir un problème, c'est pas juste demander à la personne, OK, c'est quoi ton problème? C'est challenger la personne, c'est creuser, c'est comprendre en quoi le problème est un problème, c'est comprendre quelles sont les conséquences de ce problème. Que ces conséquences d'ailleurs soient logiques ou émotionnelles, il faut les comprendre et il faut faire conscientiser à votre prospect ce problème et les conséquences de ce problème. Par exemple, un vendeur novice qui vendrait notre offre chez Skybametrics, donc nous on aide les entreprises B2B, les agences, les freelancers ou les softwares à faire de l'acquisition B2B à l'aide de la prospection sur Internet et de la création de contenu, eh bien il pourrait dire, ok, c'est quoi votre problème actuellement? Ah, mon problème c'est que j'ai pas assez de leads. Pourquoi vous n'avez pas assez de leads? Parce que j'ai pas le temps de prospecter. La personne pourrait se dire, ok, c'est bon, on a le problème, il a pas assez de leads, il a pas le temps de prospecter, on passe à la suite. Mais c'est pas la bonne manière de faire. C'est pas suffisant. Vous n'avez pas assez fait conscientiser à votre prospect à quel point ce problème est réellement un problème. Et donc, il faut creuser. Il faut comprendre, OK, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas le temps. Pourquoi vous n'avez pas le temps? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas le temps? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas une priorité? Pourquoi est-ce que c'est pas une priorité? OK, vous pouvez pas à cause de X, Y, Z raison. Mais si vous aviez du temps, est-ce que vous savez comment faire pour générer du lead? Non, vous savez pas réellement. OK, vous savez pas réellement. Est-ce que vous avez déjà essayé de régler le problème? Pourquoi vous avez jamais essayé de régler le problème alors que vous avez dit que ce problème était important pour vous? OK, si vous n'arrivez pas à régler ce problème, où est-ce que vous en serez dans 3 mois? Quelle serait la conséquence de ne pas régler ce problème? Et si on reste exactement dans le statu quo actuel, est-ce que c'est OK pour vous ou est-ce que ça va créer d'autres problématiques plus tard qu'on n'a même pas encore compris et que vous n'avez même pas encore vu maintenant? Et donc, toutes ces questions-là que je suis en train de poser là en freestyle sont des questions qui vont vous permettre de vraiment challenger votre prospect et qui réalisent à quel point c'est un problème. Et ce qu'on veut, c'est pas manipuler les gens. On veut vraiment savoir si c'est un problème, à quel point il est gros. Si la personne n'a pas de problème, ben vous devez juste lui dire, je peux pas vous aider. C'est pas à moi qu'il faut parler. Il faut parler à quelqu'un d'autre. C'est pas ça votre problématique actuelle. C'est pas ça votre priorité actuelle. Et donc, laissez la personne s'en aller plutôt que d'essayer de passer avec elle les 45 minutes ou les 2-3 rendez-vous nécessaires pour lui pitcher, alors qu'à la fin, elle ne bossera pas avec vous de toute manière parce que personne ne va investir des milliers d'euros s'il n'est pas sûr qu'il a un problème à régler. Donc, on a trouvé l'intention de la personne, on a compris sa situation actuelle, on a compris la problématique, et maintenant, on va comprendre quelles sont les solutions que la personne a déjà essayées ou envisagées. Donc, on a envie de comprendre, est-ce qu'elle parle à des compétiteurs? Est-ce qu'elle a déjà payé d'autres agences ou d'autres prestataires de services et n'a pas eu de résultat? Si c'est le cas, pourquoi? Si la personne n'a jamais essayé de solution ou n'a même pas encore de solution en tête actuellement qu'elle envisage, mis à part vous, il faut comprendre pourquoi. Si la personne dit que c'est vraiment un problème, pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais cherché à régler ce problème? Il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. Et donc, c'est important de creuser ici et ça va vous permettre de comprendre plus tard
lors de la phase qu'on verra de traitement des objections, de comprendre dès à présent si la personne, elle est en train de discuter avec d'autres agences et qu'elle n'a pas encore fini son process pour comprendre qui sont les différents prestataires de services sur le marché. Peut-être que la personne, elle a déjà bossé avec une agence telle que vous, qu'elle n'a pas eu de résultat et que donc elle est dégoûtée et qu'il va être beaucoup plus difficile de la convaincre et il faut dès à présent la challenger. C'est pour ça qu'on a envie de comprendre les différentes solutions que la personne a envisagées par le passé. Une fois qu'on a compris les solutions, eh bien, il faut comprendre les désirs de la personne. Quels sont ses désirs? Si elle avait une baguette magique, à quoi ressemblerait l'accompagnement parfait ou le service parfait? À quoi ressemble le succès? C'est quoi la définition du succès si on bossait avec cette personne et qu'on arrivait à atteindre les objectifs que cette personne s'est fixés avec nous lorsqu'on a démarré? Okay. Et maintenant qu'on a compris son désir, donc sa situation rêvée, à quoi ressemble la situation finale qu'elle aimerait vivre si jamais elle bosse avec vous, qu'on a compris les solutions qu'elle a envisagées, qu'on a bien compris sa problématique, sa situation actuelle, son intention et toutes ces choses-là, eh bien la dernière chose qui pour moi est super importante avant de passer aux phases suivantes, c'est les objections, mais non pas traiter des objections, mais plutôt prévenir les objections. On dit qu'un excellent commercial ne traite pas d'objections. Si vous avez des objections à la fin de votre appel, c'est que vous avez mal géré votre phase de découverte, votre phase de discovery. Parce que quasiment toutes les objections peuvent être traitées en amont. Comprendre s'il y a d'autres décisionnaires, comprendre si c'est le bon moment, comprendre si elle pense que ce que vous allez lui présenter par la suite est la bonne chose à mettre en place et qu'elle est convaincue que ça va lui apporter des résultats. Toutes ces questions, vous pouvez les poser dès à présent. Vous n'avez pas besoin d'attendre de terminer votre process pour que la personne vous sorte une objection. Vous pouvez déjà prévenir la majorité des objections du genre: est-ce qu'elle a un partenaire décisionnaire qui n'est pas sur l'appel? Est-ce qu'elle pense que maintenant n'est pas le bon moment? Est-ce qu'elle a déjà essayé les mêmes solutions et qu'elle n'a pas réussi à avoir des résultats? Est-ce qu'elle pense qu'encore une fois, ça va être la même chose si elle bosse avec vous? Etc., etc. Okay. Donc maintenant que vous avez compris les 6 étapes de cette phase discovery, ce que Cole Gordon appelle les 7 beliefs, les 7 croyances, c'est un framework hyper intéressant. Je vous invite à les noter sur un bout de papier, de vous dire si quelqu'un achète un service ou un produit, il doit avoir les 7 croyances en place. Ces 7 croyances, votre objectif, c'est de les cocher une par une lors de cette phase de discovery. Parce que si vous cochez les 7 croyances, eh bien, à la fin, normalement, vous allez réussir à avoir un close facile, un closing facile. La personne va normalement bosser avec vous. Les 7 croyances, elles sont hyper simples et d'ailleurs, vous allez comprendre qu'elles sont tirées en général d'une de ces 6 étapes de la phase de discovery. La croyance numéro 1, c'est « j'ai un problème ». La personne, elle doit croire au fait qu'elle a un problème. Si elle pense pas avoir un problème, elle n'achètera pas avec vous. D'où la phase numéro 3 de la discovery. Croyance numéro 2, la personne doit douter qu'elle soit capable de résoudre ce problème d'elle-même. Si quelqu'un pense pouvoir générer ses leads par lui-même, il va pas bosser avec nous. Or, la personne a besoin de douter qu'elle est capable de le faire par elle-même, sinon elle va pas investir des milliers d'euros pour bosser avec une entreprise externe. Troisième croyance importante, faut croire que le coût de l'inaction est supérieur au coût de l'investissement. Donc, si la personne ne pense pas que le fait de ne rien faire va lui causer d'autres problématiques qui sont encore plus grandes que la problématique de débourser le montant de l'investissement de votre service ou votre produit, ça va être difficile de la convaincre. Donc, il faut que cette croyance du coût de l'inaction soit présente. Croyance numéro 4, il faut que la personne désire résoudre son problème. Il faut qu'elle en ait envie. Si elle n'a pas envie de résoudre ce problème, vous avez beau faire ce que vous voulez, avoir le meilleur produit du monde, le pricer de la meilleure manière du monde, on ne bossera pas avec vous. 5e croyance, la croyance de l'argent. Donc, comprendre le ROI. Donc, il faut que la personne soit convaincue du fait que si elle investit de l'argent dans votre service ou votre produit, qu'elle aura un ROI financier. Donc, si elle pense pas qu'elle aura un ROI financier, si la personne pense perdre de l'argent, elle bossera pas avec vous. Il y a personne d'assez fou aujourd'hui en B2B pour investir de l'argent dans un service ou un produit qui, selon cette personne, ne lui rapportera pas de ROI financier par la suite. Donc, il faut que la croyance de l'argent, du ROI soit présente. Croyance numéro 6, le support. Il faut que la personne croit que des personnes autour d'elle, influentes, vont l'encourager à prendre cette décision. Ça peut être un associé qui va l'encourager à investir dans cette solution. Ça peut être sa femme, son époux, ça peut être
son ami, son père, si c'est un jeune qui est en train d'investir dans une formation pour développer des skills afin de lancer un business. En tout cas, la croyance du support est là, elle est super importante, elle est existante et il faut que vous la traitiez. En général, moi j'aime bien la traiter ici, dans la phase numéro 6 des objections, où je demande à la personne s'il y a d'autres décisionnaires, s'il a des associés, etc., pour essayer de traiter la croyance du support dès à présent. Et finalement, trust, donc la croyance cette fois, la confiance, c'est la 7e croyance des 7 beliefs. Donc, trust, confiance en quoi? Confiance en vous, confiance en votre produit, confiance en votre solution, confiance en votre entreprise, confiance en eux qui seront capables de mettre en place toutes ces choses-là. Eh bien, c'est la 7e croyance, 7 beliefs. D'ailleurs, Jordan Belfort, le loup de Wall Street, tout son livre, toute sa méthode, la straight line selling method, j'oublie exactement comment il l'appelle, eh bien, elle est basée sur ça. Il est basé sur le fait que si quelqu'un bosse avec vous, c'est qu'il a confiance en vous, confiance en votre entreprise, confiance en votre solution et confiance en lui. Et que si jamais la personne ne bosse pas avec vous, c'est qu'il y a une de ces confiances-là qui n'a pas été traitée ou qui n'est pas à son maximum. Okay? Bref, donc maintenant que vous avez compris que il y a 6 étapes dans la phase de découverte, qu'il faut cocher ces 7 croyances. On commence par construire d'abord un rapport qu'on cadre l'appel. Eh bien, une fois que vous avez terminé tout ça, on passe à la suite. Le problème ici, c'est que la majorité des vendeurs, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'à la fin de cette phase de discovery, il y a un moment ou un autre, le prospect, il vous déstabilise, il commence à vous poser des questions sur votre entreprise, sur votre service. Il vous dit, ouais, mais moi, je suis là pour comprendre ce que vous avez à proposer, expliquez-moi. Et là, la personne, elle passe de la discovery au pitch. Or, si vous faites ça, vous ratez quelques petites choses qui sont hyper importantes, dont ce que j'appelle le pré-pitch. Je vais vous les expliquer tout de suite. Donc, quand on finit la phase de discovery, on transitionne déjà avant de pitcher. Donc, on va pas rentrer directement dans le pitch. La transition n'a pas besoin d'être longue, ça peut être très simple. Tout ce qu'on veut s'assurer, c'est que vous n'avez rien loupé dans cette phase de découverte. Vous pouvez juste demander au prospect, est-ce qu'il y a autre chose que vous jugez pertinent qu'on n'a pas traité lors de cette première partie de l'appel? Est-ce qu'il y a des questions que j'aurais oublié de vous poser? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants que vous avez envie de partager avec moi? Et lorsque la personne elle vous dit, OK, c'est bon, on a tout traité, c'est là où vous pouvez prendre la permission de pitcher. En disant, OK, je pense avoir toutes les infos, j'ai 2-3 petites choses à te partager. Est-ce que ça te dit que je t'explique comment on bosse? Et c'est à la personne de se dire, oui, let's go, je suis prêt à t'écouter et qu'on passe au pitch. Alors là, il y a 2 façons de faire. Soit vous allez rentrer directement dans le pitch, ce qui peut fonctionner, soit vous allez faire ce qu'on appelle un pre-pitch, un pré-pitch, ou plutôt gérer un process de persuasion où l'objectif, ça va être de vendre votre méthode, vendre votre mécanisme avant de vendre votre solution en elle-même. Je m'explique. Si par exemple vous êtes une agence d'SEO à l'aide de l'intelligence artificielle, donc vous avez une IA spécialisée en SEO qui va publier des dizaines d'articles tous les mois et propulser vos clients dans la page 1 de Google. Eh bien, si jamais vous pitchez directement cette solution, vous allez avoir des gens qui vont acheter, mais il y a des gens qui vont être sceptiques de la solution en elle-même. Pas de vous, pas du fait que le SEO soit important, mais plus de cette idée que d'utiliser de l'IA pour créer des dizaines d'articles de blog sera assez bon et sera suffisant pour m'apporter les résultats que j'ai envie d'avoir. Et donc, si vous n'avez pas traité cette croyance, si vous vendez pas la croyance en amont du pitch de votre solution en elle-même, eh bien, vous allez perdre une partie des prospects que vous auriez pu potentiellement closer. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est d'abord d'une manière assez informelle, en donnant des conseils aux prospects que j'ai en face, lui vendre le mécanisme de la méthode. Donc typiquement, lui dire, OK, aujourd'hui, tu as X problématique, tu as envie d'arriver là, la problématique que tu as, elle peut se résoudre de différentes manières, et voici pourquoi, selon moi, tu devrais utiliser de l'intelligence artificielle pour générer des articles SEO et te propulser sur la page numéro 1 de Google. Et voici comment l'IA va te permettre de le faire d'une meilleure manière qu'en recrutant, par exemple, des freelances. Et voici pourquoi l'IA, malgré ce que l'on pense, va permettre de résoudre la problématique X, Y, Z. Est-ce que tu vois comment ça pourrait t'aider à t'amener à cette solution? Et à ton objectif, pardon. Et donc, en faisant ce pré-pitch, vous allez déjà conditionner le prospect, lui montrer comment votre mécanisme unique, comment votre mécanisme, oui, en lui-même, est une bonne solution à sa problématique, avant de pitcher comment vous implémentez ce mécanisme. Donc, le mécanisme ici, c'est utiliser l'IA pour créer des blog posts afin d'être SEO optimisé et d'apparaître sur la première page de Google. Ça, c'est le mécanisme. Vous, votre solution, c'est la manière dont vous allez appliquer ce mécanisme en tant qu'entreprise à ce client. OK ?
Donc, une fois qu'on a terminé ce pré-pitch et que la personne nous a dit que vous avez senti qu'elle est convaincue, qu'elle sait que c'est la bonne chose et que maintenant c'est une question de prix, que c'est une question de vous en tant qu'entreprise, est-ce qu'elle a confiance dans votre process et votre méthodologie pour appliquer ce mécanisme, là on pitch. J'ai rajouté ici cette phase rouge, donc le to call close. Donc si jamais vous voulez pas closer en un rendez-vous ou que la personne elle a un associé qui doit être sur le call pour prendre une décision, ne passez pas au pitch. C'est à ce moment-là que vous pouvez lui dire, OK, maintenant que je vous ai expliqué quelle est la solution que vous devez mettre en place, donc utilisez l'IA pour vos articles de blog SEO, eh bien, je vais vous présenter une façon personnalisée de le faire pour votre entreprise. Je vais préparer quelque chose de personnalisé et donc on va se prendre un second rendez-vous où je vais vous la présenter. Et en fait, lors du second rendez-vous, c'est là où vous allez potentiellement pitcher. Mais si vous avez en réalité quelqu'un en face de vous qui est décisionnaire, il n'y a pas d'autres associés, vous êtes à l'aise avec la framework du one call close, moi en général j'essaie de pitcher directement et de closer la personne sur le premier appel. Mais c'est aussi du feeling. Si vous sentez que la personne, ça va être compliqué de la closer lors de ce premier appel parce que son niveau de confiance, il n'est pas encore assez élevé, vous avez besoin de lui envoyer encore plus de ressources, des études de cas, des interviews clients, vos vidéos de votre chaîne YouTube et autres pour que la personne soit plus à l'aise avec vous et qu'elle ait confiance en vous, eh bien là, vous allez booker un second rendez-vous. C'est aussi du feeling. C'est pas toujours des process ultra carrés, cartésiens, rigides. Il faut être fluide. Bref, une fois qu'on va pitcher, donc que ce soit en R1 ou en R2, il y a différentes façons de pitcher. Moi, j'aime bien la façon de Cole Gordon. Donc lui, il parle des piliers. Donc il parle des 3 piliers. Donc vous pouvez en général décortiquer votre méthode en différents piliers. Donc la méthode du SEO intelligence artificielle, ça pourrait être le pilier backlink, le pilier rédaction et le pilier cadence de publication des blog posts, par exemple. Et donc ça, ce serait les 3 piliers de la méthode et vous allez pitcher votre méthode sur les 3 piliers en expliquant comment chacun des piliers est une bonne façon d'amener votre client à son objectif final. Mais que vous utilisiez la stratégie des 3 piliers ou une autre, les trucs qui sont hyper importants et qui vont être universels, selon moi, c'est toujours le fait que votre solution doit être perçue comme étant unique et différente. Si vous êtes une commodité et que vous êtes comparé à l'intégralité des compétiteurs sur votre marché, ça va être une course à la personne qui vend le service le moins cher. Et vous ne pourrez pas vous démarquer, vous ne pourrez pas vendre du high ticket, vendre des prix premium. Et donc, c'est important que votre solution, on ait l'impression qu'elle soit unique. Cole Gordon dit une phrase qui est hyper intéressante et qui est hyper puissante si vous la comprenez bien. Il faut que votre pitch soit la raison pour laquelle mettre en place donc votre solution. Alors, je reprends, je m'excuse, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. C'est la raison pour laquelle cette fois ce sera différent et pourquoi rien n'a fonctionné par le passé pour votre client. Donc, je me répète, mettre en place ça, c'est la raison pour laquelle cette fois ce sera différent de toutes les autres fois que vous avez essayé quelque chose d'autre et pourquoi tout ce que vous avez essayé par le passé n'a pas fonctionné et pourquoi cette fois ce sera différent et pourquoi cette fois ça va fonctionner. Si vous arrivez à pitcher votre solution pour répondre à cette phrase, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de chances de signer le deal. Parce que si la personne, elle a ce moment de clic dans sa tête, elle se dit « Ah ouais, mince, c'est tellement différent de tout ce que j'ai entendu. » Et ça fait du sens, en fait. C'est pour ça qu'en fait, tout ce que j'ai essayé par le passé n'a pas fonctionné. Et ce truc, il est tellement différent, il est tellement logique, c'est normal qu'en fait, si je mets ça en place, ben, cette fois, ce sera différent et cette fois, ça va marcher. Eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de chances de closer le deal derrière. Et donc, construisez votre pitch autour de cette phrase qui est tout simplement veut juste dire on est différent, on est unique, on est supérieur et ça va marcher. Je vais te convaincre que ça va marcher. Ok? Moi, j'aime bien le framework Us versus Others, donc nous contre les autres. Donc pourquoi nous on est différent, pourquoi nous on est meilleur versus le statu quo de l'industrie. Donc expliquer c'est quoi le statu quo de l'industrie, qu'est-ce que vos compétiteurs font, qu'est-ce que les personnes qui bossent pas avec vous font, pourquoi ça marche pas, pourquoi c'est mauvais et pourquoi en mettant en place notre méthode, donc votre méthode, ce sera différent et ce sera meilleur. Alors à la fin du pitch, une fois qu'on a pitché notre service, avant d'aller au close, donc avant de donner le prix, avant de dire à la personne est-ce que ça lui dit de démarrer, j'aime bien faire ce qu'on appelle des tie down. Donc le tie down c'est quoi? C'est tout simplement prendre la température et valider avec la personne que vous avez en face qu'elle est convaincue que cette chose est bonne pour elle, que c'est la bonne chose et que c'est le bon moment. Donc en fait, ce que j'aime faire ici, c'est demander, ok, déjà, d'un point de vue process, est-ce que c'est la bonne chose pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu es convaincu que ce process que je viens de t'expliquer dans le pitch, c'est la bonne chose à faire et que c'est le bon moment, indépendamment de mon entreprise? Et c'est une vraie bonne question à poser parce que peut-être que
la personne, elle va pas vous dire oui, pas parce que vous, elle vous fait pas confiance ou que votre entreprise n'est pas bonne. Peut-être qu'elle va pas vous dire oui parce qu'elle n'est pas certaine que c'est le bon moment et que le process c'est le bon. Et donc il faut tie down, il faut poser la question est-ce que la personne est convaincue que le process c'est le bon. Une fois la personne est convaincue que le process c'est le bon, eh bien il faut s'assurer que maintenant est le bon moment, que la personne vous dise ok c'est le bon process, je suis convaincu et maintenant est le bon moment, je suis convaincu. Et une fois que vous avez ça en place, vous pouvez rajouter un ou deux tie down supplémentaires si vous sentez que c'est important. Par exemple, vous pouvez demander à la personne est-ce qu'elle voit une raison pour laquelle si on mettait tout ça en place, ça marcherait pas pour elle. En fait, cette phase de tie down, elle est trop importante parce qu'en général, c'est là où les objections vont apparaître. Parce que si jamais vous faites pas cette phase de tie down et que vous essayez de closer la personne et que vous lui donnez le prix et que là vous avez des objections, ben vous êtes un peu dans la mouise. Or, si vous lui posez les questions du tie down maintenant et que la personne vous pose des questions sur votre process, vous explique que c'est pas le bon moment ou autre, eh bien, vous avez une nouvelle chance maintenant de traiter ces objections avant de rentrer sur la phase d'onboarding, la phase de pricing, etc. Et potentiellement vous rendre compte que, OK, c'est pas le bon moment pour elle et donc vous n'allez pas lui donner le prix maintenant. Vous allez booker un autre rendez-vous dans 2 semaines, 3 semaines, quand ce sera le bon moment et garder des munitions dans votre arme pour que la personne soit toujours impliquée dans le process de vente. Parce qu'il faut comprendre que vos prospects arrêtent le process de vente à partir du moment où ils ont l'impression qu'ils n'ont plus d'informations à tirer de vous. Donc, s'ils connaissent votre pitch, votre process, votre pricing, bah ça y est, ils ont plus de raison de prendre un autre rendez-vous avec vous. Et donc, même si vous prenez un follow-up, la personne ne va probablement pas se présenter. Et si elle se présente, c'est juste pour vous payer. En fait, ça va être un appel de collection. Enfin, vous allez collecter de l'argent et non pas vendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Si la personne n'est pas convaincue, elle ne se présentera pas à ce second rendez-vous ou à ce troisième rendez-vous. C'est pour ça qu'il faut traiter les objections à ce moment-là, faire vos tie down et si vous vous rendez compte que c'est pas le bon moment, eh bien peut-être prendre un follow-up avant de parler du prix avec votre prospect. Après, si vous vendez à des entreprises B2B bien structurées, vous êtes dans le software, vous vendez à des boîtes qui font des millions d'euros par an, donnez le prix, vous pouvez en réalité même le donner là, hein, on s'en fout, ça va rien changer. Mais si vous vendez plus à une cible qui ressemble à du B2C, c'est des solopreneurs, c'est des TPE, c'est des PME, là par contre le prix est hyper important dans la prise de décision, alors que réellement en B2B, le prix, oui, on va vous comparer à vos compétiteurs, mais quand vous allez lui donner le prix, c'est pas ça qui va tout de suite tout changer, qui va arrêter de vous écouter et qui va pas être impliqué dans le process de vente. Donc, la question du prix, de laisser le prix à la toute fin de l'appel, c'est assez nuancé, ça dépend du stade de maturité, de la taille d'entreprise que vous avez en face lorsque vous vendez. Donc, une fois qu'on a tie down et qu'on a validé avec la personne que c'est la bonne chose, qu'elle est convaincue sur le process, qu'elle est convaincue que c'est le bon moment, etc., eh bien, c'est là où on passe à la partie closing. Donc, pour ce qui est de la partie closing, moi, ce que j'aime faire, c'est projeter la personne sur les next steps. Donc, OK, next step, c'est très simple. On va faire X, on va faire Y. Je vais t'envoyer ce formulaire d'onboarding. Tu vas recevoir tel email et on va bosser ensemble sur les prochains mois. Voici quand est-ce qu'on va se parler. Voici comment tu peux prendre contact avec nous. Voici la fréquence des appels que tu vas avoir et les analytics qu'on va t'envoyer. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Donc là, la personne, on lui a donné ce qu'on appelle de la certitude sur les next steps. Là, c'est limpide dans sa tête. Elle connaît votre pré-pitch, votre process, votre onboarding. Il n'y a plus rien qui manque à part le prix. Et à ce moment-là, quand on donne le prix à la personne, ça y est, c'est la dernière chose qu'il lui fallait pour prendre sa décision. Et c'est le moment du close. On donne le prix. On laisse la personne réfléchir quelques secondes. On met pas une pause de 15 minutes comme ces gourous sur Internet vous disent de faire où on regarde la personne pendant 15 minutes et on se tait et dès que la personne parle, ça y est, c'est fini. Si vous parlez en premier, vous avez perdu la vente. Oui, en général, il faut mettre un temps de pause. Il faut laisser la personne réfléchir. Mais si ça fait 10 secondes, 15 secondes que la personne n'a pas parlé, en général, vous pouvez reprendre la parole et utiliser un langage clair. Ça, c'est trop important. Si vous ne dites pas clairement à la personne est-ce que c'est bon, est-ce que c'est OK, est-ce que tu veux démarrer, vous allez perdre des deals. Il faut utiliser un langage clair. Est-ce que tu es prêt à démarrer? Est-ce que ça te va? Let's go, oui ou non. Si la personne dit oui, ben c'est bon, parfait. On peut commencer l'onboarding de la personne et on peut la hyper. Il faut pas oublier cette phase de hype où on va vraiment féliciter la personne. OK, c'est génial, super, voici les next steps, ça va super bien se passer. On va faire ci, on va faire ça, tu vas voir, ça va être génial. Je t'ai ajouté sur Slack, voici le paiement. On commence déjà l'onboarding sur l'appel. OK, je t'ai ajouté ici, je t'ai envoyé ton formulaire, remplis-le. On se book notre appel d'onboarding ensemble. Et si vous pouvez même collecter le paiement sur l'appel, si c'est des paiements de quelques milliers d'euros, si on est sur 10 000, 15 000, 20 000 euros que vous avez besoin d'un virement, vous pouvez revoir le contrat avec la personne sur l'appel et lui envoyer juste après. Vous pouvez
devez signer le contrat sur l'appel ou pas. Mais en tout cas, c'est cette phase de hype où vous mettez la personne en confiance, que vous lui donnez vraiment envie d'avancer, que vous l'ajoutez sur Slack, que vous lui envoyez son formulaire d'onboarding, que vous prenez votre appel d'onboarding pour la semaine prochaine ensemble. C'est toutes ces petites actions qui vont monter la personne, faire monter son niveau émotionnel pour qu'elle ait envie de bosser avec vous et qui va faire qu'à la fin de l'appel, vous allez réduire le nombre de personnes qui vous auront dit oui et qui derrière vont vous ghoster et pas vous payer et pas signer le contrat. Parce que même si vous avez un oui ici, si vous prenez pas le paiement sur l'appel, ce qui n'est pas facile, hein, eh bien, vous allez perdre du monde. Il y aura des gens, malheureusement, qui vont vous dire oui et qui derrière vont pas continuer l'aventure avec vous. Alors, dans tout ce que je viens de vous expliquer, il y a une chose qui manquait, vous avez peut-être réalisé, c'est le traitement des objections, objection handling. On n'en a pas trop parlé parce que c'est simple. Si vous faites tout ça correctement et que vous fassiez votre pré-pitch correctement, que vous fassiez votre tie-down de la bonne manière, vous n'êtes pas censé avoir des objections. En fait, si vous avez des objections, ça va juste être le j'ai besoin de réfléchir, qui en réalité n'est pas une objection, c'est juste la personne, elle vous fait pas confiance. Et donc, vous avez mal fait votre travail de tie-down, mal fait votre travail pour faire monter la personne en confiance sur le pré-pitch et le pitch, ou bien l'objection du prix et du budget. Et donc, en général, quand on a ces objections, le process, il est simple. Étape numéro 1, ça va être d'isoler l'objection. Donc, ok, juste pour que je comprenne bien, tu dis que le problème, c'est un problème de prix. Donc, si jamais le prix, il était par exemple de 5 fois moins cher et que tu avais les moyens de payer, il y a littéralement rien d'autre dans le process, rien d'autre dans tout ce qu'on a vu qui t'empêcherait de démarrer. Tu pourrais démarrer là tout de suite, on t'onboarderait, on signerait le contrat et on avancerait. Est-ce qu'on est d'accord? Et en fait, on veut isoler que la seule objection, c'est bel et bien l'objection que la personne nous a donnée. Si la personne, elle vous dit oui, c'est bien ça, il y a que le prix par exemple, on peut dire ok, très bien. Donc, là, ce qu'on fait en général, donc c'est ce que je viens de faire à l'oral, c'est on tie down sur le process. Donc on dit ok, on est d'accord que d'un point de vue process, on est clair là-dessus. T'es convaincu que c'est la bonne chose à faire, t'es convaincu que c'est le bon moment. C'est juste une question de prix. Oui, c'est le prix. Et bien en général, ce qu'on fait, c'est qu'on veut comprendre est-ce que c'est un problème de trésorerie ou est-ce que c'est un problème de valeur perçue. Est-ce que la personne elle a l'argent sur son compte et donc c'est un problème de valeur, c'est-à-dire que la personne juste elle pense qu'il y a d'autres choses sur lesquelles elle devrait investir en priorité, ou est-ce qu'elle a encore peur en fait de ne pas récupérer son argent dans le sens où elle n'aura pas de ROI. Donc si c'est le cas, vous avez juste mal fait un travail au niveau du pitch, au niveau de la discovery, parce que la personne elle voit pas la valeur dans ce que vous avez à offrir. Ou est-ce que c'est un problème de trésor? Donc si c'est un problème de trésor, c'est que la personne elle est convaincue, c'est qu'elle a littéralement pas l'argent sur son compte. Et dans ce cas-là, si la personne elle a littéralement pas l'argent, ben, tout ce que vous avez à faire, c'est essayer de structurer ensemble une manière de splitter le paiement pour lui permettre de démarrer avec vous. Si jamais en fait, c'est pas un problème de pricing, et donc c'est pas un problème de trésor, c'est juste un problème de discovery. Vous avez eu un problème au niveau de votre process de vente. Parce que normalement, si vous arrivez aussi loin dans votre process, vous avez donné le prix, vous avez parlé de l'onboarding, vous avez essayé de closer la personne et que vous avez des objections autres que le prix au niveau de la trésor, ben en fait, c'est que vous avez un problème dans la discovery et la personne, elle vous fait pas confiance. Elle n'est pas certaine que c'est le bon process. Elle n'est pas certaine d'obtenir son résultat que vous êtes en train de lui promettre. Elle n'a pas confiance en votre entreprise ou elle n'a pas confiance en elle parce que elle doit mettre en place certaines choses. Elle doit y mettre de l'énergie, du temps et elle se dit que peut-être elle pourra pas le faire si elle bosse avec vous. Donc ça, c'est tout le process, que ce soit du one call close ou du two call close. C'est le process que j'ai utilisé sur des centaines d'appels. C'est un process que j'ai utilisé pour pour signer plus d'une centaine de clients sur mon offre actuelle et générer plus de 2 millions d'euros sur Internet. On aide nos clients à mettre en place exactement ce même process. D'ailleurs, cette vidéo, elle est tellement complète que je pense que je vais l'ajouter au training de nos clients. D'ailleurs, ça c'est juste une pièce de l'acquisition, c'est juste une petite partie du puzzle, c'est la vente. Mais avant d'être un bon vendeur, faut savoir générer des rendez-vous. Faut avoir assez de rendez-vous sur son calendrier et sur le calendrier de son équipe commerciale pour avoir un process comme ça. Et pour que cette vidéo dure pas 3 heures, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien dans la description ou quelque part à l'écran. J'ai fait une autre vidéo qui explique de A à Z. C'est vraiment une formation, c'est une masterclass gratuite sur l'acquisition et la génération de leads qui explique comment on utilise la prospection, la création de contenu et les agents IA pour générer des rendez-vous. Donc, je vous invite à cliquer dessus. C'était Othman. Abonnez-vous, likez, laissez-nous un commentaire et je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne. Merci.